J'ai le plaisir de vous annoncer que Serge Michel Nef, art-thérapeute et concepteur de l'art méditatif, est notre invité pour un entretien exclusif dans Psycho, Santé Bien-être, qu'est-ce qu'elles veulent, sur la thématique de la dépendance affective et de son impact sur la violence conjugale. Serge Michel Nef a une expérience professionnelle de plusieurs années dans ce domaine. Il partage avec nous son expertise et son point de vue sur ces sujets importants, ainsi que son expérience en utilisant l'art-thérapie pour aider les personnes victimes de violences conjugales liées à la dépendance affective. Ne manquez pas cette occasion d'entendre les témoignages et les conseils de Serge Michel Nef sur la façon de surmonter ces situations difficiles et d'utiliser l'art-thérapie pour améliorer la qualité de vie. Il sera disponible pour répondre à vos questions et pour une discussion interactive via notre plateforme média AO Attitude Magazine. Serge Michel Nef, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Pouvez-vous me parler de votre parcours professionnel et comment vous êtes devenu art-thérapeute? Au départ, j'avais une formation littéraire. Je viens de Bourgogne, où j'ai grandi dans une famille d'accueil. Avant cela, j'étais à la DAS et je viens de l'enfance, non pas maltraitée, mais martyrisée. Donc, martyrisé, ça veut dire qu'effectivement, chaque jour, on ne sait pas si on sera encore vivant le lendemain. Donc, c'est vraiment un parcours de vie qui a été extrêmement intense, on va dire ça comme ça, douloureux, traumatisant, et il a fallu des années pour se transcender, passer par-dessus tout ça, et essayer d'arriver sur une ligne de vie qui soit une vie normale. Voilà, sans turbulence intérieure, posée, où j'ai pu développer une psychologie stable, prendre du recul par rapport aux propositions de la vie, à l'aléa, et par rapport aux autres aussi, me situer, à avoir un lien social qui soit sain, équilibré, et accepter de ce que j'étais, sans estampille, sans étiquette, sans stigmatisation. J'ai donc décidé de me prendre en main et je me suis mis à faire beaucoup de sport, m'instruire énormément et je passais mon temps à étudier en fait. J'étudiais tout ce qui était possible d'étudier à l'époque autour du thème de la psychologie, de la philosophie et beaucoup de sport, 4 heures de sport par jour quand même, c'est énorme. Et donc j'ai été plusieurs fois champion de Bourgogne de cross. Je faisais du cross à l'époque. Après j'ai fait du demi-fond. Et j'ai gagné en confiance en moi à travers le sport. Donc je pense que ça a développé chez moi l'envie de survivre. Je me disais qu'après tout ce que je vivais était tellement pénible qu'il y avait certainement quelque chose au-delà de l'horizon à découvrir. Il ne pouvait pas y avoir que ça. Donc j'étais dans une espèce de carcan psychologique, il fallait que j'en sorte. Carcan psychologique que les autres me construisaient et que je devais systématiquement démolir. Donc celui de la discrimination, celui du racisme, celui de la stigmatisation, celui du refus, celui du mépris. Et donc j'ai eu soif d'exister. Et donc je me suis mis à développer une espèce de soif de savoir, soif d'être par le sport, et je me suis affirmé. À un moment donné, c'était même assez étonnant, puisque je m'affirmais même un peu trop, j'étais plus du tout dans les codes de quoi que ce soit. C'était assez marrant, et je me faisais refouler de partout. J'étais vraiment le persona non grata partout où je passais. Donc c'était assez plaisant parce que je défendais toujours mes positions. Et lorsqu'un philo m'a demandé
d'intégrer les canons de la pensée occidentale avec les siècles des Lumières. Ces référentiels-là ne m'intéressaient pas. Je disais, je suis philo. Je développe moi-même mes propres raisonnements philosophiques. Et il en sera ainsi. On me foutait dehors du cours. J'ai commencé comme ça. Donc, début des années 2000, je me retrouve à donner des cours d'art, je me retrouve à donner des cours de remise en forme. Après, je pars en Afrique avec un projet, très très beau projet. J'ai travaillé plusieurs années pour le mettre en place. Je me retrouvais dans un pays qui n'était pas le mien, avec une culture différente. Et à la finale, j'avais tellement été investi avec mon bénévolat à aider les enfants de la rue, à apporter des vêtements, à apporter des livres pour une bibliothèque, fauteuil roulant, m'investir autant pour coacher des gens, aider des gens sur place. J'ai coaché une équipe de lutteurs, les professeurs de sport locaux, et puis finalement je me suis fait apprécier, j'ai fait ma place. Et quand je me suis retrouvé en gros danger là-bas, c'est la population qui m'a protégé. Et j'ai trouvé ça fantastique. Je me suis dit, wow, rien n'est gratuit. C'est ce que me disait là-bas mon voisin. Il me disait, tu sais, rien n'est gratuit dans l'univers. Il avait raison. J'avais envoyé le bien revenait vers moi. Et finalement, j'ai pris cette expérience, non pas sous un angle de défaite, mais comme une très grande victoire sur moi-même. Je suis rentré en France et je suis reparti encore sur du social, puisque j'ai lancé mes activités sociales donc avec l'art et le coaching sportif. Et bien après j'ai enchaîné avec la récupération de toutes les problématiques des unes et des autres. J'ai monté des dossiers avec des amis qui travaillaient avec moi, puisque j'avais trouvé un poste de travailleur social. Je faisais de l'accueil social en grande urgence. Et je me suis rendu compte que finalement, ceux qui sont attitrés pour faire du vrai social ne veulent pas bosser. On se retrouvait avec des gens qu'il fallait réexpédier, façon de parler évidemment, vers d'autres structures, alors qu'on aurait parfaitement pu les prendre. Et je trouvais ça tellement injuste, je ne voulais pas contribuer à ça. Ça m'a tellement révolté, j'ai dit, maintenant, on va s'y mettre. On va se mettre à la tâche, on va essayer d'aider ces gens. Je ne peux pas accepter ça. Dans la misère, on ne peut pas traiter les gens de façon différente selon les paramètres origine ou couleur ou autre. Pour moi, tout le monde est pareil dans la difficulté. Et donc, je me suis investi corps et âme à aider ces gens-là, qui étaient dans la grande urgence. Et ça a été un combat sans pitié. Il a fallu que je me fasse une culture. On avait des réunions avec des psychologues spécialisés qui étaient très compétents. Et j'ai commencé à me faire une culture de la psy en grande urgence, comme je m'étais fait auparavant une culture de la psy dans les problématiques sociales du quotidien. Et c'était des centaines de personnes que je coachais, que j'accompagnais. Je mettais en place toute la chaîne. Quelle est ta problématique? Ok, on part d'un point A, on doit arriver jusqu'au point Z. À chaque fois, c'était ça, alpha, oméga. C'est un travail de terrain monstrueux, tout à mes frais et tout sur mon temps. C'est un investissement plein pot, à plein temps. C'est un combat à chaque fois, mais le challenge en vaut la chandelle. Et finalement, ça m'a permis d'explorer tout l'écosystème réel de terrain du social en France. Et je peux dire une chose, c'est qu'il y a un gap entre la proposition médiatique et politique et la réalité du terrain. Et c'est dans ce gap que j'écumais et me battais pour pouvoir trouver des solutions pour les unes et pour les autres. C'est quelque chose qui est sans concession. C'est violent. Ça prend beaucoup d'énergie. Mais encore une fois, on s'y enrichit. On y apprend tellement de choses sur l'humain. C'est fabuleux. J'ai rencontré tellement de personnes qui étaient dans des comportements agressifs, violents, complètement désociabilisés, complètement rebelles, qui ne voulaient absolument pas être dans un processus réputé d'intégration.
mais plutôt des gens qui étaient dans un processus de non-acceptation du système et des autres. Des individus très violents, organisés, qui vivent de façon anti-système. Et là, effectivement, face à ça, face à ce phénomène, il faut pas céder, tout simplement. Il faut absolument pas céder. Sur le terrain, on se rend compte que la connexion est extrêmement difficile. Il n'y a pas de connexion, en fait. Il n'y a pas de connexion parce que pour que ça puisse connecter, il faut de l'engagement, il faut de la compétence, il faut de la vraie culture du sujet. On ne peut pas demander à un boulanger comment on fait pour réparer une voiture, c'est pas son métier, ou un mécanicien comment on fait la baguette. Voilà. Là c'est pareil, on est face à des réalités de terrain. On n'est pas dans le gargarisme du politico-médiatique. On est sur le terrain. Et là, il faut trouver très très vite des solutions. Parce que nous avons affaire à des problématiques qui sont d'urgence. Et malheureusement, sur le terrain, on se rend compte que quand bien même on a dans l'absolu la réponse, la structure, le répondant institutionnel n'est pas là. Et c'est dans ces conditions de réalité, hein, ces conditions pénibles aussi, pénibles et énergiphages, on y dépense une énergie folle, que je me suis retrouvé en surexposition dans des structures sociales où je voyais des gens qu'on me demandait de reconduire. Il fallait emmener ces gens vers d'autres structures. On ne voulait pas s'en occuper. Il y avait un dilettantisme, un laxisme, une lâcheté même. Des professionnels qui faisaient que je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai pris contact avec les institutionnels, la DRIL, la FNARS, la préfecture, tout y est passé. J'ai été chercher les bases légales, les textes, et j'ai commencé de me faire une vraie culture générale. J'avais tout le référentiel et je connaissais tout par cœur. Et là, j'ai activé mon carnet d'adresses professionnel. Et c'est ainsi que j'ai pu maintenant m'engager dans une véritable, une lutte contre le mal fait. Vous voyez, le mal fait, le bâclé. Et la légèreté aussi de ceux qui sont censés être impliqués et qui ne le sont pas. Une anecdote que je ne vous ai pas racontée, dans une très grosse fondation française, il y a eu le directeur qui faisait du harcèlement sexuel aux femmes. Ça a été très loin, très très loin. Je ne donnerai pas de détails, c'est pas intéressant. Les femmes se sont retrouvées coincées, menacées, et j'ai décidé de les défendre. Et là, moi-même qui étais résident de la structure, j'ai eu des menaces et j'ai affronté, la tête haute. Les intimidations et les menaces, ça a été vraiment très très loin. En plus, il s'est avéré que j'étais en même temps salarié de la structure. Je n'ai pas cédé à aucun chantage. J'ai mis en place une réplique. J'ai mis en place une réplique dévastatrice, retentissante, qui a fait qu'ils ont dû céder. J'ai fait reloger une quarantaine de personnes en un an. J'ai fait mettre les femmes sous protection. J'étais devenu depuis des années le défenseur de toutes ces personnes. Et ce qui fait que sur 2 structures différentes de Paris, j'ai défendu plus de 400 femmes en une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis à 500 femmes pour 100 hommes à peu près. Donc ça fait 600 personnes que j'ai accompagnées, tout domaine confondu, des personnes qui n'auraient pas pu se défendre, qui étaient des proies faciles. La réponse a été cinglante. J'ai envoyé lettres recommandées dans toutes les institutions en même temps. C'était ma stratégie.
stratégie d'occupation de l'espace. Lorsque je pars pour défendre quelqu'un, défendre les droits d'une personne, j'en envoie partout, en même temps. Et je suis très clair, si vous ne bougez pas, c'est la médiatisation que vous fassiez. C'est sans pitié. Ces femmes-là n'ont pas demandé à ce que le directeur de l'établissement vienne faire ces trucs de fourberie avec 2-3 copains à lui, profiter de la misère des femmes. Par la suite, j'ai décidé d'exister autrement. Encore mieux, de m'éclater. J'ai décidé de me lancer dans ma carrière artistique, puisque je suis artiste depuis tout jeune. J'ai présenté mes premières expositions et j'ai développé ma propre forme d'art-thérapie que j'appelle le Meditative Art Concept, l'art méditatif. Et cette fois-ci, j'ai ouvert mes premiers ateliers, les premiers ateliers de la non-pensée. Tous mes ateliers d'art-thérapie sont sociaux, n'importe qui peut y venir, et gratuits. Et c'est ainsi que j'ai pu aider, grosso modo, je pense que la première année, il y avait 27 femmes, la deuxième année, il y en avait à peu près 20, voilà. L'année d'après, il y a eu ce que vous savez, donc pandémie, ça a été extrêmement compliqué. Et là, cette année, j'en avais 15. Alors, les ateliers de femmes, ce sont des ateliers d'art-thérapie sociale qui ont pu obtenir des subventions grâce à une association qui s'appelle Les Atypiques, Z-A-T-Y-P-I-K-S. Les Atypiques, c'est une association qui est vraiment très très utile pour ce que je fais parce que c'est l'association qui prend le relais sur les ateliers. C'est-à-dire, en amont, elle monte la structuration du projet. Et ensuite, une fois que j'ai terminé mes ateliers, je vais faire un reporting aux atypiques, à Sophie Nguyen, qui est responsable des atypiques, pour qu'elle puisse mettre en place les dispositifs au cas par cas pour les femmes qui souhaitent être accompagnées sur des projets personnels. Donc, grâce à une association avec laquelle je travaille, j'ai pu obtenir des petites subventions pour travailler. Et pour ma part, j'ai mis tous mes économies jusqu'à faire un emprunt. Mais en tout cas, je voulais aller au bout de mon projet. Mon projet, c'était quoi? Développer des ateliers uniques au monde. Uniques au monde. Des œuvres d'art extraordinaires réalisées par des femmes qui n'ont jamais pratiqué l'art de leur vie. Les emmener vers un niveau d'excellence en 1 ou 2 séances. Qu'elles se lâchent, qu'elles fassent sauter les soupapes. Et ça a marché. Ça s'appelle les ateliers de femmes. En exposition permanente grâce à Munda Moon. Munda Moon qui est responsable d'un établissement qui s'appelle Art Gallery, 90 rue d'Assas à Paris 6e. Et nous sommes en exposition permanente et gratuite grâce à lui. Parce que c'est un homme qui est très investi comme moi dans la cause des femmes. Il a vraiment envie, il est vraiment investi dans cette idée que la femme doit revenir au centre des considérations sociales, parce qu'elle est pilier social. C'est vraiment notre vision, notre croyance. C'est vraiment quelque chose que nous pensons être vrai, et nous y croyons vraiment. Et donc, nous avons convergé vers ce projet d'une exposition permanente, où les femmes pouvaient exposer leurs œuvres. Donc les projets personnels, j'arrive à les identifier parce que pendant des années, j'ai travaillé dessus. J'ai beaucoup accompagné les femmes à l'accès à la langue, par exemple, avec le FLE. On allait au fonds GESIF pour trouver éventuellement des plans de carrière qui soient accessibles. Donc les femmes faisaient un FLE ou 2 FLE. Après, elles passaient sur une formation professionnelle adaptée. Et ça les faisait monter en compétences. Évidemment, c'est extrêmement valorisant aussi, d'un point de vue social. Donc ça, c'est encore un autre segment que j'ai exploré pendant des années.
c'est d'accompagner des femmes vers des structures comme ça, comme le Secours catholique, par exemple, pour les cours de français, ou le Fonds Gestif, pour trouver des filières de formation avec le conseiller, et donc pouvoir retranscrire en détail le parcours et éclairer la personne sur le parcours qu'elle devrait suivre, et aussi les mises en relation avec différentes structures, les lettres de candidature, etc., faire la jonction. Donc tout ça, c'est des choses que je faisais de façon récurrente au bénéfice de ces personnes. Et des personnes comme ça, il y en a eu combien? C'est énorme. Et c'est ça ma récompense. Quand je vois les gens, avec cette étincelle de gratitude dans le regard, parce que vous leur avez fait du bien, vous leur avez enlevé l'épine du pied, vous avez débroussaillé devant eux. L'autoroute est là, il n'y a plus qu'à avancer. Ça, c'est fantastique. La personne n'est plus dans ce carcan de marginalisation, de problèmes sociaux. Elle vit normalement, comme tout le monde, de façon tout à fait anonyme. Et ça, c'est important. Sortir de cet état d'étiquette sociale. Et des cas comme ça, il y en a des centaines. Je ne peux même pas tous les citer, c'est pas possible, je suis à 600 personnes. Bénévolement, par engagement, par croyance. J'ai toujours cru que c'était nécessaire. Est-ce que je suis malheureux de ce que j'ai fait? Non. Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Non. Est-ce que je me suis enrichi? Énormément. En fait, je me suis rendu service en rendant service à ces gens. Je me suis rendu service parce que là où je pouvais douter de moi, maintenant je ne doute plus. En fait, je comprends que lorsqu'on rend service aux autres, on découvre en soi une utilité, une raison d'être, qui fait que finalement on ne perd jamais. On ne fait que s'aguerrir et s'affirmer de ce que l'on est vraiment. Ça, c'est fantastique. Et surtout, on a une puissance face à l'objet, face à la matière, face à l'argent. Une puissance d'intégrité qui est extraordinaire. L'art-thérapie, pour moi, c'est un vecteur de médiation artistique qui me permet d'amener les gens sur un terrain complètement insoupçonné, sur un regard qu'ils ignoraient, c'est-à-dire un regard sur eux-mêmes auquel ils n'auraient pas pu penser. L'art-thérapie, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique parce que tous ces gens ont du mal à verbaliser leurs émotions. Mais à travers l'art, il y a un exutoire spontané. On ne réfléchit pas. L'art de la non-pensée. Je ne voulais pas faire une art-thérapie scolaire. Une art-thérapie où on leur dit faites ça, faites ça, faites ça. Lâchez-vous. Je commence par une démonstration, je leur fais le show, le spectacle. Ils sont là, ils rigolent. Mais c'est un fou, mais qu'est-ce qu'il fait? Finalement, 1 heure après, ils ont fait la même chose. Ils ont sorti un tableau extraordinaire. On se fait 1 séance, 2 séances, et le tableau qui sort est fantastique. Ils sont là. Ils disent, c'est pas moi qui ai fait ça. Je dis, si, c'est toi qui l'as fait. Voilà, l'art-thérapie, c'est ça. L'explosion, faire sauter la soupape, faire sauter les blocages, faire sauter les croyances auto-limitantes et aller se positionner là où on doit être dans la verticalité de ce que l'on est réellement. Laisser sa véritable identité s'exprimer. Et là, vous découvrez comment les gens le ressentent, mais avec une telle intensité. Et puis cette surprise à chaque fois. C'est pas moi qui l'a fait. Il y a cette surprise, cet instant, ces quelques secondes de sidération lorsqu'ils découvrent l'œuvre qu'ils ont faite. Ils l'ont faite, mais ils ne l'ont pas vue. Ils la découvrent au dernier moment quand elle est terminée et qu'on l'accroche. Ils disent, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça. Si, c'est toi qui l'as fait. Et tu peux faire beaucoup mieux que ça. Parce que cette transposition de ton émotionnel, cette expectoration de cette charge que tu avais en toi, tu peux l'appliquer sur tout ce que tu veux dans la vie. L'essentiel, c'est que tu aies compris le process. Tu veux monter un projet d'entreprise, tu veux entamer comment dirais-je, un nouveau plan de carrière, une reconstruction de toi,
Mais c'est complètement faisable. Il suffit de faire comme tu as fait sur ce tableau. Fais sauter les soupapes. Tu as besoin d'accompagnement, on a ce qu'il faut. Moi, j'ai une expertise dans ce domaine depuis des années. Mais en plus, derrière moi, il y a une association, il y a les atypiques qui vont te suivre. Va exprimer ce que tu as envie de faire. Tu voudrais faire quoi comme activité? Tu voudrais te recycler dans quoi? En quoi pourrais-tu vivre mieux? C'est quoi ton projet? Dis-le nous. On passe à l'action. Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te chagrine? De quoi tu souffres au quotidien que nous ne pourrions pas, comment dirais-je, mesurer, que nous ne pourrions pas t'aider à surmonter?